sur le timing parce qu'on m'a demandé d'être très à l'heure pour la fin de cette table ronde qui donc se termine à 13 heures. J'ai grand plaisir donc à vous accueillir ici donc au rendez-vous de l'histoire, mais nous sommes dans l'économie de ces rendez-vous de l'histoire, dans la place de l'économie, pour un débat que j'ai le plaisir d'animer. Je suis rédactrice en chef adjointe à Alternatives économiques et qui est un partenariat avec ce festival, et nous sommes assez nombreux aujourd'hui et demain à être présents à Blois avec vous. Le débat qui nous intéresse aujourd'hui s'intitule « La citoyenneté économique peut-elle ranimer la démocratie ?» Et j'ai envie d'ajouter « Si oui, comment ?» De quelle façon peut-on imaginer ou peut-on déjà observer que cette citoyenneté économique ranime une démocratie que chacun sait aujourd'hui fragile, voire en danger, avec certains aspects de clivage de plus en plus forts entre différentes catégories de la population, avec des votes extrêmes que l'on voit monter au fur et à mesure des élections. Une démocratie aussi qui est clivée avec un sentiment de coupure d'une frange importante de la population par rapport aux élites. Je ne nomme pas tous les points puisqu'on va les aborder avec nos intervenants que je vais présenter dans un instant. La question qui nous anime aujourd'hui va pas mal tourner autour de la place de l'entreprise et des salariés de cette économie qui peut être considérée comme coupée des enjeux démocratiques. La question que vous avez pu lire, je pense, dans le programme, c'est est-ce qu'on pense qu'un salarié dans une entreprise devrait abandonner sa liberté et sa citoyenneté une fois qu'il a franchi le seuil de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise a un rôle à jouer ou n'a-t-elle pas plutôt un rôle à jouer dans la cité et pour le bien de la cité? Est-ce qu'il faut imaginer une sphère économique qui reste en dehors, voire assez souvent, je dois dire, au-dessus même des règles démocratiques qui régissent la société? Enfin, est-ce que la démocratie va continuer finalement à être de plus en plus en danger, ou est-ce qu'on peut réagir et de quelle façon? Donc il s'agit ici en fait d'essayer de changer de regard sur la place de l'économie et sur l'économie et de voir en quoi elle pourrait être en fait une force active à la transformation du modèle de développement dans lequel on est pour faire naître une économie beaucoup plus coopérative, plus inclusive, plus solidaire, plus écologique et donc faire face en même temps aux défis d'aujourd'hui, dont la crise climatique. Alors, il sera beaucoup question d'économie sociale et solidaire, et vous allez le voir avec le panel de nos invités, que nous avons des invités très engagés dans ce domaine, que nous allons peut-être aussi préciser pour que vous compreniez la place qu'elle a dans l'économie, cette économie sociale et solidaire, donc l'ESS. Donc, à mes côtés, je vous présente donc François Brun. Vous êtes vice-président de la Casdin Banque Populaire. Je vous laisserai présenter la spécificité de cette banque dans une minute. Donc la deuxième femme de cette table ronde qui se trouve à ma droite, Fatima Bellaredj. Vous êtes déléguée générale de la CGSCOP, Confédération Générale des SCOP, et vous avez donc écrit dans un ouvrage que je vous demande de montrer, dirigé par Benoît Hamon, qui était ministre donc de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Voilà, donc vous en parlerez dans un petit moment. C'est en fait comment la citoyenneté économique peut sauver l'avenir. Ensuite, à ma gauche, tout à ma gauche, Monsieur Jean-Louis Laville, vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers, au CNAM, donc titulaire de la chaire économie sociale. Et vous êtes également au Collège d'études mondiales, pour peut-être nous préciser le rôle que vous y jouez. Et vous venez de publier avec Bruno Frère La fabrique de l'émancipation, repenser la critique du capitalisme à partir des expériences démocratiques, écologiques et solidaires. Voici cet ouvrage. Tous ces ouvrages sont d'ailleurs très intéressants et je vous les recommande. Et enfin, Jérôme Sadier, à ma droite, vous êtes président du Crédit Coopératif et vous êtes également président de SS France et de l'AVIS, qui est l'agence d'ingénierie et centre de ressources pour le développement de l'économie sociale et solidaire. Je précise que vous avez été entre 2012 et 2014 conseiller spécial et chef de cabinet de Benoît Hamon. C'est important parce que Benoît Hamon, donc, vous avez donc participé, Benoît Hamon, comme je viens de le dire, était ministre de l'ESS et la consommation.
Et vous avez donc joué un rôle tout à fait actif dans l'élaboration de la loi ESS. On sera intéressé de savoir quelles sont les suites et quelles sont les possibilités, même si vous n'avez plus ce rôle précis. Et vous avez publié donc pour une économie de la réconciliation au petit matin, faire de l'ESS la norme de l'économie de demain. Voilà, je pense que j'ai présenté déjà presque un peu trop. Donc je vais tout de suite passer la parole à François Brun pour nous présenter la spécificité de cette banque et surtout comment dans cette banque vous essayez de répondre à cette question. Merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je vais me présenter, je suis vice-président de la CASDEN depuis peu. Je vais vous exposer dans un premier temps, on va dire, l'histoire de la CASDEN, car cette histoire, elle va bien sûr avoir des incidences sur la réflexion qu'on peut mener, puisqu'on est une banque coopérative. Donc voilà, je vais vous donner quelques temps forts. Après les 4 questions que vous avez évoquées, ça serait présomptueux de ma part de pouvoir y répondre en 10 minutes. Donc on va sûrement esquisser certaines réflexions, certaines actions que nous menons via le prisme de notre coopérative. Mais voilà, on sera loin d'avoir répondu à l'ensemble de ces questions en tout cas. Donc un petit peu d'histoire, oui, l'histoire de la CASDEN, ça débute en 1951. C'est à cette époque, les banques pratiquent très peu le crédit aux particuliers et ce sont des enseignants qui ont décidé de mettre en commun voilà, des fonds, on va dire, de l'épargne pour pouvoir financer leur famille. Et donc, ça s'est fait en Seine-et-Oise et est née la Centraine, ce qu'on appelle la caisse. Voilà, elle a été ouverte à l'origine aux seuls enseignants et ensuite, elle s'est étendue à toutes les personnes administratives de Seine-et-Oise. En 1957, naît la CASDEN, donc Caisse d'aide sociale de l'éducation nationale. Et en 1963, elle devient une coopérative. Ensuite, en 1974, nous avons un partenariat qui se met en place avec le groupe des banques populaires régionales. En 1978, création d'une offre qui englobe, qui permet d'avoir une étendue plus large pour nos sociétaires, une offre avec les banques populaires. Et ce qu'on appelle tout sous le même toit, TSMT. En 1981, l'ouverture des délégations départementales, 108 actuellement. Et puis, en 2015, nous sommes ouverts à toute la fonction publique, territoriale et hospitalière, en plus de notre champ historique d'éducation nationale. Voilà un petit peu donc cette petite histoire à travers les chiffres. Je voudrais quand même mettre le curseur sur le fait que nous avons un projet sociétal qui est fort et avec une très forte ambition, justement, tant dans ses fonctionnements internes que dans ses actions vers ses adhérents. Donc, elle s'inscrit pleinement dans les principes de l'économie sociale et solidaire, l'ESS. Alors, on a un engagement coopératif qui propose le meilleur service au meilleur prix sans rechercher le profit. Une proximité, un réseau militant développé avec des délégués nationaux, militants à la fois nationaux et du territoire, et locaux. On a des délégués dans les différents départements de France et d'outre-mer. Et ensuite, on a un réseau de correspondants qui est développé au sein des établissements du second degré principalement, mais également aussi dans des autres fonctions publiques. Le principe d'équité, même barème de taux de crédit pour tous, quelle que soit la situation personnelle. Le principe de solidarité, l'épargne de chacun est mise en commun pour financer les projets de tous. Principe de confiance aussi, pas de garantie demandée dans la majorité des cas, la banque se porte caution. Et une aide intergénérationnelle, transmission des points, CASDEN aux ascendants et descendants directs. Un engagement RSE très fort, réduction des émissions de gaz à effet de serre, entre autres. Donc ce projet sociétal, voilà, vous l'avez compris, c'est aussi la transmission de nos valeurs auprès de tous nos sociétaires, de la fonction publique.
Alors, je vais essayer, un peu ce bref historique, de passer à la première question, titre, on va dire, la citoyenneté économique peut-elle réanimer la démocratie? Alors, sous le prisme de la Casdin, il y a plusieurs actions et plusieurs principes qui font qu'on peut s'inclure à la fois d'une manière, on va dire, économique via notre coopérative, mais aussi avoir cette dimension démocratique avec les fondements même de ce qu'est une coopérative. Donc, l'animation du modèle coopératif. Alors, la Casdin est une société qui est soumise à la loi, pourtant sur le statut de la coopération. À ce titre, elle applique les règles suivantes: une rémunération limitée du capital, des réserves impartageables transmises aux générations futures. Le sociétaire dispose d'une double qualité, il est à la fois détenteur et utilisateur de sa coopérative, une organisation qui fonde sa performance économique sur l'efficacité collective et la gestion sur le long terme. La primauté de l'intérêt collectif sur l'intérêt individuel et une gestion démocratique sur le principe d'une personne, une voix. Alors, je vais mettre le curseur sur la gouvernance, et plus exactement sur ce principe d'une personne, une voix. C'est là où la démocratie économique prend tout son sens dans une coopérative, puisque les salariés sont aussi les associés de leur entreprise. Par ailleurs, les décisions se prennent selon le principe une personne, une voix, indépendamment de la part du capital détenu, tout comme dans une démocratie moderne, où chaque citoyen dispose d'une voix pour voter indépendamment de son capital ou de son patrimoine ou des impôts qu'il paye. La force du statut coopératif réside en outre dans le fait qu'il rend irrévocable la main donnée aux salariés. Ces principes fondamentaux sont fixés par la loi. L'organisation n'est pas à la merci d'un revirement des actionnaires qui considéreraient que l'expérience délibérative a assez duré. Donc ce principe fort, on le traduit aussi à travers notre gouvernance où les membres du conseil d'administration sont tous issus de la fonction publique, 18 administrateurs et un censeur. Alors, nous avons une spécificité à la Casdin, c'est que nous développons un modèle affinitaire et nous avons un ancrage dans toutes les fonctions publiques comme je vous l'ai décrit. Vous pouvez préciser affinitaire ? Alors, affinitaire, voilà, c'est la question de la proximité, mais aussi des relations qu'on peut induire sans avoir un discours commercial auprès de la population, la cible, en tous les cas, des citoyens. Donc, dans notre périmètre historique de l'EN, nous sommes proches de toutes les organisations de l'éducation nationale, mutuelles, œuvres et syndicats. De nombreuses conventions sont mises en place et sont signées. Nous sommes reconnus comme partie intégrante de la profession à la fois par les enseignants et par les institutions, ministères, rectorats, direction académique et autres. Nous sommes légitimes et acceptés sur tous les lieux professionnels éducatifs, cas unique dans l'univers bancaire, puisque nous ouvrons les portes de nos délégués pour pouvoir développer notre modèle, mais aussi communiquer sur nos valeurs. Dans le périmètre de toute fonction publique, nous commençons à avoir une légitimité à travers nos partenariats qui s'intensifie avec les différents ministères et le monde mutualiste et diverses organisations aussi de la fonction publique. Alors nous sommes une force différenciante aussi parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons un réseau de militants très, très fort, très prégnant, qui porte l'offre Casdin, mais également l'offre qui est liée avec les banques populaires. Nous renforçons notre positionnement affinitaire en développant des réseaux relationnels, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des partenariats, et en animant un réseau de correspondants. Alors, c'est un peu une particularité de la Casdin, puisque nous avons près de 8000 correspondants, alors que bon nombre d'autres organisations, pour ne pas citer la MGEN ou la MAIF, ou même des organisations syndicales, envoient leur nombre de correspondants ou d'implantations dans les établissements diminuer. Nous, au contraire, on a cette force-là de pouvoir le développer et de pouvoir avoir des contacts sur le terrain. Et nous assurons aussi la représentation locale de la Casdin
Et cette force différenciante, c'est aussi promouvoir la double relation CASDEN et Banque Populaire. Voilà. Alors, ce qui participe aussi à cette citoyenneté économique, c'est aussi le fonctionnement de notre conseil d'administration, bon, je ne veux pas vous le développer, ainsi que notre présence aux différents comités, comité d'audit, comité des risques, comité des nominations, des rémunérations stratégiques, RSE et j'en passe. Voilà pour cette première question. Il me reste du temps, du tout? 2 minutes. 2 minutes, parfait. Bon. On pourra revenir ensuite. Très bien. Allumer mon micro. Alors, je lui ai donné 2 minutes. 2 minutes. Pour la question concernant le salarié abandonnerait-il sa liberté, sa citoyenneté une fois franchi le seuil de l'entreprise, bien évidemment, on est plus dans une vision de la continuité du citoyen qui se transmet aussi au niveau de l'entreprise. Donc, on peut aborder les thèmes qui sont chers aussi à la CASDEN. Nous essayons de rendre le collaborateur, nous, acteurs de son changement au sein de notre coopérative. Nous proposons, à titre d'exemple, des congés solidaires, des achats responsables, des gestes éco-citoyens. Nous avons aussi des actions sur le développement durable. Nous avons aussi des associations telles que les ailes de la CASDEN qui peuvent, à un moment donné, prendre du sens aussi auprès des salariés et les développer à l'extérieur aussi de l'entreprise. Et nous avons aussi, par exemple, une réserve citoyenne qu'on peut aussi activer avec une implication financière de notre coopérative. Donc voilà, je voulais développer chaque point, mais je pense que mon temps est imparti et fini, et donc je laisse la place à mes autres camarades de circonstance. Merci, vous aurez l'occasion de revenir sur les autres points tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc je vous passe la parole, Fatima Bellarej. Donc à propos puisque vous représentez donc la Confédération Générale des SCOP, donc vous êtes un peu la porte-parole finalement, en tout cas des enjeux que vous voyez de la place de cette économie, de ces SCOP, dans l'économie sociale et solidaire, par rapport aux enjeux démocratiques. Et donc je vous laisse peut-être présenter l'ouvrage, puisque je pense qu'une grande partie de vos réflexions ont été consignées dans cet ouvrage. C'est ce qui a permis en tout cas d'aboutir à cet ouvrage. Peut-être juste vous dire que la Confédération générale des SCOP et des SIC, en fait, c'est le réseau qui accompagne les 4200 entreprises aujourd'hui en France et sur les territoires ultramarins. Ça représente à peu près 80 000 salariés. Et les SCOP et les SIC sont présents dans tous les secteurs d'activité, que ce soit des activités de services, de BTP, dans l'industrie également. Donc, c'est un peu le commun des entreprises que vous pouvez, dont on peut entendre parler. Ces entreprises peuvent prendre la forme d'une coopérative. Alors peut-être vous dire, donc ce bouquin, en fait, il est l'aboutissement et que le début d'autre chose. Je tiens à dire que mon voisin a fait une très belle contribution dans cet ouvrage. C'est l'aboutissement en fait d'une réflexion qui a démarré assez simplement. On se questionnait beaucoup, en tout cas, sur le rôle que l'entreprise en fait peut jouer en fait dans la société, et assez convaincu que le modèle des coopératives pouvait jouer un rôle déterminant en fait sur les questions sociétales, en particulier toutes ces questions en tout cas qui couvrent ce qu'on appelle le social, donc le social, la vie des salariés, et puis plus largement en fait toutes les dimensions aujourd'hui qui nous préoccupent au niveau de la société, notamment sur les questions d'environnement. Donc cette réflexion, elle a démarré notamment effectivement avec Benoît Hamon, qui était le ministre de l'économie sociale et qui déjà à l'époque avait trouvé très intéressant le modèle des SCOP et des SIC. Et donc on l'avait invité à une discussion. On ne parlait pas du tout citoyenneté économique à ce moment-là, mais quand il nous a évoqué ce concept, sans savoir ce qu'il y avait derrière, ça a parlé à tout le monde. Et ça a parlé particulièrement
aux entreprises qui ne savaient pas forcément ce qu'elles mettaient dedans, mais en fait, de parler d'économie, et à la fois d'économie et de citoyenneté, ça faisait écho. Et donc, on a proposé à Benoît Hamon de nous aider, en tout cas, à aller un peu plus loin. Si ça nous parlait comme ça, spontanément, c'est que derrière, ça voulait dire quelque chose. Et on a fait, en fait, ce travail de réflexion pour le décliner de manière assez, j'allais dire, pas académique, mais assez studieuse, puisqu'on a décidé de faire un travail d'étude, d'aller parler, en fait, avec nos adhérents et pour savoir ce qu'elles mettaient derrière. Et en fait, on a assez vite mis quatre axes, en fait, derrière la citoyenneté économique et ce que pouvaient apporter, en tout cas, les entreprises dans ce débat-là. Les deux premiers, c'est l'essence même, en fait, des coopératives que je représente. Toutes les coopératives n'ont pas forcément le même modèle, mais on a quand même beaucoup de piliers en commun. Et les deux premiers sont très communs. C'est la gouvernance partagée, c'est-à-dire que les décisions prises par l'entreprise, je ne vais pas répéter ce qu'a dit mon prédécesseur, sont prises en fait par une gouvernance chez nous qui est représentée par les salariés, une personne, une voix, pour faire court. Le deuxième pilier, c'est la répartition de la valeur, c'est-à-dire que les bénéfices reviennent, et dans les scopes en particulier, à ceux qui produisent, donc les salariés. Et puis on a travaillé un peu à deux autres axes qui sont des sujets très importants pour nous. C'est ce qu'on appelle le troisième axe, le capital humain et la qualité de vie au travail, qui sont un sujet essentiel pour nous. Ces trois premiers piliers, en fait, représentent en fait la citoyenneté dans l'entreprise. En fait, c'est ce qu'on peut faire et qu'on peut mettre en œuvre en fait avec les équipes et en particulier les salariés, puisqu'ils décident des orientations d'entreprise. Et puis, il y a un quatrième axe, un quatrième pilier qu'on a mis en avant, c'est la citoyenneté de l'entreprise vis-à-vis de son environnement. Et donc, derrière, nous avons vraiment le sujet de l'impact social et environnemental. Donc ça, c'est vraiment les entreprises qui ont porté ça. Et à la question qui est posée, donc est-ce que la citoyenneté économique peut-elle réanimer la démocratie ? La traduction pour nous, c'est que très clairement, un salarié, quand il est dans une de nos entreprises, évidemment qu'il a un rôle à jouer dans son entreprise et à l'extérieur. Et donc on a essayé de l'objectiver, et notamment on a fait un baromètre avec Opinionway, que ce soit pas nous directement, parce que sinon on trouve qu'on est assez beau pour faire court. Et donc ce sondage d'Opinionway qui s'adressait en fait là à des salariés et à des chefs d'entreprise qui ne sont pas en fait des coopératives, on a cherché en tout cas à les interroger, à comparer en fait leur positionnement par rapport au nôtre. Et il y a quelque chose de très intéressant qui ressort de cette intuition que nous avions. C'est notamment que nos salariés, nos dirigeants sont beaucoup plus impliqués dans les associations, dans les syndicats, dans les partis politiques. Et donc, on a un petit décrochage par rapport aux moyennes qui ont pu être collectées dans le cadre de ce baromètre. Et donc, cette intuition montre que on a des gens plutôt qui sont plus impliqués, plus investis, donc en dehors de l'entreprise. Et ça nous conforte dans l'idée que l'entreprise peut jouer un rôle significatif dans les sujets sociétaux qui nous préoccupent. Et c'était vraiment ce point-là, en fait, au travers de la citoyenneté économique qui nous parle, parce qu'on peut agir dans nos entreprises, et ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir agir aussi quand aujourd'hui on parle d'urgence climatique. Ça veut dire qu'à la fois on va pouvoir jouer un rôle actif dans son entreprise, mais si en plus on peut porter ses idées en dehors de l'entreprise, l'entreprise peut jouer un rôle important. Et ça renvoie à la question qui fait un peu notre ADN, c'est que nos salariés, quand ils travaillent dans une entreprise coopérative, eh bien, ils gardent, en fait, ils sont un tout, c'est pas à l'extérieur, ils peuvent être un citoyen qui joue un rôle dans la cité, et puis dès qu'ils arriveraient dans l'entreprise, ça serait d'autres personnes.
Voilà, et donc toute cette réflexion a démarré de ça. Et juste pour finir, j'ai encore 1 minute ou 2, juste pour conclure, c'est que pour que ce soit, je vous ai fait toute la réflexion, ce qui nous intéressait en fait quand on a travaillé à ces contributions, c'est une première chose, c'est que cette réflexion soit ouverte qu'on ne garde pas cette réflexion que pour nous, parce qu'on en fait quelque chose de très opérationnel, ça sera mon point de conclusion, mais c'était de voir aussi si on n'allait pas fonctionner en vase clos. Et donc on a demandé des interventions, à des contributions à d'autres, dont il y a Jérôme Sadier qui est le président de SS France, donc c'était pour nous important qu'on ait sa contribution, mais on a demandé aussi à des syndicalistes. Enfin, en tout cas, Laurent Berger a accepté de faire une contribution à d'autres chefs d'entreprise, mais qui sont plutôt sur l'idée de l'entreprise à mission, qui est un objet pour nous un peu moins défini. Et puis, on a demandé aussi à des chercheurs qui avaient réfléchi à la question du travail, comme Dominique Méda, Isabelle Ferreras, ceux qui ont travaillé sur l'entreprise à impact, Blanche Ségrestin, un philosophe, Patrick Vivray. J'en oublie, hein, vous pouvez le retrouver sur le stand du Masnis, donc j'ai vu qu'il y était. Et simplement pour vous dire que cette réflexion avec d'autres permet une certaine ouverture et de ne pas rester uniquement sur le champ de l'entreprise. Mais ce qu'on a fait, nous, pour nos adhérents, c'est de travailler à une grille d'indicateurs qu'on a traduit pour que nos adhérents puissent aussi s'évaluer vis-à-vis d'autres, et notamment le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la dimension environnementale, parce qu'aujourd'hui, la seule urgence, c'est celle-ci, et qu'on sait qu'on doit aller plus loin, y compris avec nos entreprises qui sont sensibilisées, mais il faut toujours aller plus loin, notamment quand on est dans le secteur de la construction ou de l'industrie. Merci beaucoup pour votre contribution. Je me tourne vers vous, Jean-Louis Laville, et peut-être un peu pour émarger un tout petit peu au-delà de l'économie sociale et solidaire, ou plutôt parce que l'économie sociale et solidaire, je pense, jouit d'une aura de plus en plus remarquée. Il y a pas mal d'articles qui font référence, qui racontent les expériences. On a un foisonnement d'initiatives et d'expérimentations en France, dans tout le réseau des SCOP et des SIC, je dirais même au-delà, puisque c'est un champ qui est extrêmement large, pas toujours très facile à définir, même si là on a eu les principaux, je pense, points qui résument en fait l'engagement commun de toutes ces structures. Mais on peut se demander en fait pourquoi ça ne prend pas plus, je dirais, dans le reste de l'économie beaucoup plus classique. Pourquoi des principes qui semblent marcher, qui permettent d'embaucher pas mal de personnes, puisque je rappelle qu'il y a 10% des salariés en France qui appartiennent à l'économie sociale et solidaire. Si je ne me trompe pas, ça a peut-être augmenté, ou voilà, c'est peut-être un petit peu plus. Alors voilà, pourquoi est-ce que finalement, puisque je réfère aussi à La Fabrique de l'émancipation, votre ouvrage, Jean-Louis Laville, qu'est-ce qui fait défaut, qu'est-ce qui fait que tout ce qui est de l'ordre de l'expérience semble être quelque chose à part d'une réalité économique plus classique? Mais bon, peut-être que je vous fais démarrer sur Non, je pense que c'est la question qui nous a tracassés pendant les années où on a travaillé sur ce livre. Hein. On a vu avec la CASDEN, on a vu avec les SCOP que c'est un projet ancien que ce projet de citoyenneté économique. On pourrait même, puisqu'on est à bois, remonter plus loin. Hein, c'est-à-dire que le premier moment de développement de ce projet en France, c'est entre les années 1830 et 1848, hein, où tout un ensemble d'ouvriers, mais aussi de paysans, se réclament de ce que vient de dire Pierre Leroux, c'est-à-dire le fait que la solidarité, ce qui succède à la charité en démocratie, hein, et donc la démocratie, si on prend au sérieux les principes de liberté, d'égalité et de fraternité, fait que la charité n'est plus possible et qu'il y a un nouveau rapport social qui s'invente, qui est la solidarité démocratique, c'est-à-dire une solidarité qui est l'action collective de celles et ceux qui, ensemble, sur les principes de liberté d'adhésion et d'égalité entre eux, mènent une action collective en faveur du bien commun. Donc tout ça est très ancien. Et effectivement, la question que vous posez, Catherine, est la question qui nous a vraiment interrogés, c'est comment ça se fait que ça reste aussi difficile encore aujourd'hui,
Comment ça se fait que malgré l'antériorité de ce projet, on a toujours des difficultés à faire que ce projet soit considéré comme crédible, comme réaliste? Et je crois que ça nous a amené à remonter, là encore, puisqu'on est à Blois, à l'histoire. C'est-à-dire que le mouvement ouvrier que je viens de décrire dans sa phase pionnière entre 1830 et 1848, il a été très vite organisé autour de la pensée de Marx, et la pensée de Marx qui voulait inventer une théorie critique qui soit la critique de l'ordre existant pour préparer l'émancipation demain. Cette pensée, elle a d'abord reconnu de manière très forte justement l'existence des associations coopératives. En 1864, dans son adresse inaugurale à la première internationale ouvrière, Marx dit que l'un des grands triomphes de la classe ouvrière, c'est les coopératives, puisque ces coopératives sont en train de montrer que nous allons dépasser le salariat pour arriver vers le travail associé. Donc à ce moment-là, on a une vision extrêmement positive des coopératives dans l'éclosion du mouvement ouvrier. Et 15 ans plus tard, quand on prend par exemple le Congrès ouvrier français, qui est à ce moment-là dominé par la tendance guédiste, ce n'est plus une valorisation, mais une condamnation des coopératives qui est prononcée, parce que les coopératives détournent du combat principal qui serait la prise du pouvoir d'État. Donc, si tout le monde sait qui est Jules Guesde, enfin peut-être préciser, je ne sais pas, si oui. On est un public averti, historiquement parlant, en deux mots peut-être parce que c'est une... c'est une vision justement très étatiste du changement social, et on voit donc qu'à travers cette image de Jules Guesde que vous rappelez un instant, il y a cette nouvelle propension du mouvement ouvrier à considérer qu'il doit être centralisé, qu'il doit être gouverné par cet objectif de prise de pouvoir. Et donc, c'est aussi ça qui fait que tout ce qui était du domaine des coopératives va être renvoyé, comme le dit Engels, à une sorte de socialisme utopique, naïf, gentillet, mais qui n'aurait pas vraiment la force pour pouvoir s'imposer. Donc, toute cette tendance révolutionnaire va peu à peu invalider ce qui était de l'ordre des expériences dans un monde avant le Grand Soir. Et donc, ceci va profondément marquer les esprits dans le XXe siècle. À côté de cela, on va avoir d'origine marxiste aussi une autre tendance politique qui est la social-démocratie, pour dire là encore les choses très vite. Cette social-démocratie, elle va connaître un véritable âge d'or après la Seconde Guerre mondiale, dans la période qu'on a appelée les 30 Glorieuses. On le voit bien dans les pays scandinaves, la social-démocratie a permis beaucoup d'acquis, a permis que le développement social soit la finalité, le développement économique soit un moyen seulement. C'est vraiment ce qui a été affirmé après la Seconde Guerre mondiale. Mais en même temps, cette social-démocratie, elle avait une faiblesse constitutive dont on s'est rendu compte après les 30 Glorieuses, c'est le fait qu'elle n'avait pas remis en cause le fait que c'est le capitalisme marchand qui serait créateur de richesses, et elle s'était concentrée uniquement sur la redistribution. Ce qui fait que quand les taux de croissance ont commencé à être plus faibles, à ce moment-là, eh bien la social-démocratie a été soumise à une tension, et de ce fait-là, elle a dérivé insensiblement vers un social-libéralisme qui l'a forcé finalement à admettre les préconisations qui étaient faites d'une certaine manière par l'économie de l'offre, par cette nouvelle pensée économique qui était représentée par Hayek, Friedman, enfin tous ceux que l'on peut appeler les néolibéraux. Donc il y a eu à la fois l'échec du projet révolutionnaire, à la fois l'essoufflement du projet social-démocrate, et à côté de ça, il y a eu aussi ce qu'on peut appeler une académisation du débat intellectuel sur le changement, qui fait que on a beaucoup de positions de la part des intellectuels qui sont un peu la pose du désespoir, c'est-à-dire le fait que demain sera pire qu'aujourd'hui, et de toute façon, si on est lucide, on ne peut qu'être désespéré. Donc je crois que on est vraiment dans une situation dans laquelle on a l'impression d'être coincé, puisqu'il n'y a plus d'espérance véritablement de changement, et on arrive à cette espèce de face-à-face entre une technocratie modernisatrice qui n'écoute pas parce qu'elle est sûre de détenir la vérité,
et qui entretient d'une certaine façon la montée de l'extrême droite et de sa démagogie, qui est une montée du repli, de la fermeture d'une société de plus en plus érigée comme une sorte de forteresse qui doit résister à l'ensemble du monde. Donc on est dans cette situation qui semble une situation désespérée et dans laquelle la citoyenneté économique n'a plus de possibilité de s'imposer. Et je crois que c'est ça qui nous donne finalement une sorte d'erreur de perspective. Parce que ce que l'on ne voit pas en même temps, c'est que partout dans le monde, depuis 20-30 ans, il n'y a jamais eu autant d'initiatives citoyennes qui, justement, essaient de faire vivre cette citoyenneté, et en particulier la citoyenneté économique. Donc je crois qu'on a une sorte de désespoir qui est beaucoup porté dans l'ensemble de la société, mais qui n'est pas représentatif de cette société, parce que cette société, il y a des millions de gens qui, de par le monde, réclament, revendiquent une émancipation et se battent pour celle-ci au jour le jour. Et je crois que c'est essayer de refonder un projet qui soit un projet finalement susceptible de retrouver un espoir qui doit nous guider et qui doit redonner aussi une perspective à la perspective de la citoyenneté économique. Je pense qu'il y a 3 éléments qui peuvent nous aider à aller dans ce sens-là. D'abord, je crois qu'il y a un léger infléchissement dans le débat intellectuel qui montre que nous sommes en train aujourd'hui d'élaborer une nouvelle science. C'est-à-dire que, généralement, ce que disait la sociologie, par exemple, ce que dit encore la sociologie du travail, c'est que les associations, l'économie sociale et solidaire, ça serait un leurre, une illusion qui, en fait, remplacerait le service public par des associatifs précarisés. Ce type d'analyse de surplomb, évidemment, a des racines qui peuvent être tout à fait décryptées, mais en même temps, c'est une science qui se fait sur les gens. Or, je crois qu'il y a une autre science qui est en train d'émerger, avec en France Latour, Descola, avec Dewey, avec Stengers, avec tout un ensemble de courants de pensée aujourd'hui, qui est une science qui ne se fait plus sur les gens, mais avec les gens, c'est-à-dire une science dans laquelle il y a à la fois des apports académiques et des apports expérientiels qui fait qu'on peut avoir un nouvel rapport entre connaissance et action. Donc ça, je pense que c'est une conjoncture dont nous pouvons profiter pour réanimer ce projet de citoyenneté économique. Le deuxième point, c'est que probablement, et là je me tourne vers Jérôme qui montre bien dans son livre avec pertinence la nécessité d'une vision macro de l'économie sociale et solidaire qui s'est trop longtemps cantonnée dans le micro. Je crois que cette vision, elle est peut-être peu visible au niveau national, mais elle existe au niveau local, départemental, régional, à travers de nouvelles articulations entre l'économie sociale et solidaire et l'action publique. Je pense qu'il y a une nouvelle génération d'action publique qui est difficilement en train d'émerger autour de la coopération conflictuelle entre les réseaux associatifs et les pouvoirs publics. Et il me semble qu'il y a là une nouvelle façon d'envisager la régulation publique, qui là encore ne soit pas une régulation descendante, mais soit une régulation recomposée au niveau du territoire avec les acteurs associatifs qui sont là. Troisième point, je pense que ça nous donne un défi aussi, d'une certaine façon, de la redéfinition de l'économie sociale et solidaire dont nous parlons. C'est-à-dire que je crois que l'économie sociale et solidaire, et je lance un peu ça au débat, est à la fois un ensemble d'entreprises collectives, mais pas seulement. Et je crois qu'aujourd'hui, par exemple, prenons l'exemple des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, les AMAP, ce n'est pas vraiment des entreprises, et pourtant ça participe de ce mouvement. Je crois que nous devons aujourd'hui dépasser les définitions qui étaient les définitions antérieures de l'ESS pour en faire, je crois, un grand mouvement d'action et de pensée qui s'inscrira justement dans le cadre de cette science renouvelée et de cette action publique renouvelée. Merci beaucoup. Bon, je pense que je vous passe la parole tout naturellement à Jérôme Sadi, à la fois parce qu'on n'avait pas encore parlé, mais parce que je pense qu'il y a une suite aux propos de Jean-Louis Laville. On va essayer, des interrogations. Merci. Merci Catherine, bonjour à tous. 15 secondes d'autopromo. Donc, il y a mon livre, mais édité par le seul éditeur qui n'a pas de stand ici.
Donc, ça tombe super bien. Je répète, parce que c'est publié au petit matin. Non, mais par ailleurs, non, mais parce qu'il s'agit de... Là, c'est réanimer la démocratie. Et je fais partie des très modestes contributeurs parmi bien d'autres d'un livre qui s'appelle « Réveiller la démocratie ». Et là, pour le coup, ça brasse beaucoup plus large. Et je sais qu'il est en vente ici, parce que Fatima l'a acheté tout à l'heure, aux éditions de l'Atelier, dirigé par Gaël Giraud et René Dosière. Voilà. Après, pour du coup, enchaîner ou embrayer sur ce que vient de dire puissamment Jean-Louis, effectivement, je crois que l'ESS a intérêt aujourd'hui à dépasser les conceptions qu'elle développe elle-même, déjà pour commencer, ce qu'elle dit d'elle-même jusqu'ici, et les définitions juridiques ou auto-justificatrices. En gros, l'ESS avant c'était une collection de types d'entreprises avec des statuts qui se définissent, les mutuelles, les coopératives, les associations qui ont une vocation économique, on y rajoutait les fondations plus tard. Il y a une définition juridique, celle de la loi de 2014 qu'évoquait Catherine tout à l'heure. Il y a une définition politique que SS France a essayé de donner il y a maintenant presque un an, puisque c'était le 9 décembre, je crois de mémoire, 2021, mais le chemin n'est pas terminé. Si nous croyons, je pense qu'on peut même commencer par constater, ce qui forge parfois les croyances, qu'il se passe des choses dans la société et dans l'économie, il faut qu'on aille effectivement encore plus loin. Je souscris à ce que dit Jean-Louis, il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant et de donner encore d'autres définitions, quitte à élargir les choses aujourd'hui. Jean-Louis dit à juste titre, bien que moi je ne suis pas du tout économiste, à vrai dire, hein, donc, mais ce que je perçois depuis les années que je me suis engagé à titre professionnel et personnel dans l'économie sociale et solidaire, c'est ce qui nous manque, c'est effectivement une vision macro. Parce que souvent, ce à quoi on nous renvoie, c'est qu'en fait, on est quand même sympathique, quoi, mais on pèse pas lourd. En fait, ça dépend comment on compte, surtout, mais qu'en fait, voilà, ça serait une alternative sympathique, mais qui est forcément marginale, quoi. Je crois que historiquement, c'est faux. Parce que les travaux de Jean-Louis et d'autres travaux d'ailleurs nous l'enseignent, hein, les formes d'organisations économiques n'ont pas toujours été celles qu'on connaît aujourd'hui, à vrai dire. Elles ont longtemps été communautaires, elles n'ont pas toujours été à but lucratif, et même, à vrai dire, les formes d'organisation économique qui sont les plus proches des nôtres, qui remontent sans doute à l'époque médiévale, précèdent l'arrivée du capitalisme, à vrai dire. Et il n'y a aucune raison de penser que le sens de l'histoire, c'est le développement sans fin du capitalisme. Alors, de manière totalement présomptueuse, mais ça je l'assume parfaitement, mais à l'heure du buzz médiatique, pourquoi s'en priver? Moi, mon sujet, c'est, parce que le sous-titre du livre que j'ai écrit, c'est faire de l'ESS la norme de l'économie de demain. Je ne suis pas à ce stade convaincu qu'on arrivera à convertir l'ensemble des activités économiques sous des formes d'ESS, mais par contre, assumer le fait qu'il faut inverser la charge de la preuve, dire politiquement, il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y a qu'un seul modèle qui prévaut, et que c'est comme ça que l'économie doit être organisée, ça, par contre, il faut l'assumer. Mais ça nécessite d'avoir une approche macroéconomique, d'une part, de réhabiliter des formes de régulation économique qui n'existent plus trop aujourd'hui, et surtout, parce que c'est quand même notre sujet du jour, il faut se réapproprier les questions démocratiques. À condition, puisque j'en viens à la question démocratique, qu'on considère d'emblée que c'est ni un système, ni une forme d'éthique qui est figée dans le temps. La démocratie, c'est un outil, un état d'esprit, ou des outils d'ailleurs, ou un état d'esprit, et évidemment qu'il faut le faire évoluer, ce système, enfin ces systèmes, et même l'éthique qui va avec, il faut les faire évoluer avec le monde dans lequel on vit. On vit dans un monde incertain, voire même dangereux. En même temps, c'est le grand paradoxe, que les connaissances humaines progressent, que les interconnexions entre les personnes progressent également. Donc il ne peut pas ne pas y avoir de conséquences sur la façon dont nous concevons la démocratie. Et en même temps, on est dans un monde d'urgence. Et c'est bien là qu'il y a une grande difficulté, c'est qu'en fait, enfin moi c'est la difficulté que ça me pose, titre intellectuel même quasiment, c'est l'urgence écologique, elle est scientifiquement avérée, je contesterai absolument pas ça. Le problème, c'est que mettre en demeure la politique de résoudre des questions urgentes par la démocratie, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de sujets qui peuvent être réglés en urgence par la démocratie. Et c'est là qu'on a un problème de fond, en fait. C'est que si on veut vraiment agir sur les raisons du monde aujourd'hui qui font qu'il y a de quoi être inquiet, il va falloir prendre le temps de la démocratie, sinon il y a d'autres systèmes possibles, hein.
il y a la dictature éclairée, plus ou moins éclairée d'ailleurs, à vrai dire. D'ailleurs, le recours à la dictature éclairée, c'est pas une nouveauté non plus, hein, ça a déjà existé il y a 3 siècles. Hein, donc, et je vois bien parfois d'ailleurs la tentation, y compris dans certaines franges du mouvement écologiste, à se dire que grosso modo, c'est impossible d'atteindre les objectifs du GIEC dans les cadres qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, le recours, non pas à la dictature, mais enfin une forme d'autoritarisme est sans doute le plus pas raisonnable, mais enfin le plus efficace. Donc, moi, mon sujet, je suis vraiment dans la question de départ, hein, c'est faire en sorte que la démocratie, dans toutes ses formes, puisse nous aider à résoudre ces problèmes. La démocratie politique ne pourra pas toute seule. Nos institutions fonctionnent mal, pas qu'en France, hein, on va dire, il faut arrêter de se regarder le nombril là-dessus. Il y a peu de pays où les institutions démocratiques fonctionnent correctement. Donc c'est d'ailleurs pas une question de 5e République ou de 6e République ou je ne sais quoi. Hein. Le fait est que les institutions démocratiques fonctionnent mal dans à peu près tous les pays du monde. C'est pas pour nous inquiéter, mais néanmoins, on voit bien qu'aujourd'hui, le fait que la parole citoyenne compte aussi peu, et en même temps le fait que la politique démocratique théorise son impuissance, parce qu'elle ne sait pas réguler l'économie, parce qu'elle s'impose des cadres supranationaux qui rendent plus compliqué l'exercice de la responsabilité politique, comme au cœur de la démocratie, montre bien qu'il ne va pas falloir compter que sur la démocratie politique, même s'il faut améliorer, bien évidemment, le fonctionnement de nos institutions. Donc la question, c'est de savoir comment on peut faire vivre l'esprit démocratique dans d'autres composantes de la société, et notamment dans le champ de l'économie. Et là, il faut s'appuyer sur des principes qu'il faut essayer de faire vivre dans les entreprises, dans les organisations, mais même indépendamment des institutions, face aux problématiques qu'on a aujourd'hui, auxquelles on a à faire face. Je me suis dit quelques principes, ils ne sont pas exhaustifs, mais moi, ce à quoi je crois beaucoup, d'expérience en tout cas, c'est la délibération. Vous savez, la démocratie, évidemment, c'est le vote, c'est le droit de vote. Mais le droit de vote, c'est que la sanction de quelque chose. Si c'est la finalité absolue, enfin, je le dis vraiment totalement libéré, y compris par rapport à nos organisations de l'économie sociale, hein, qui sont juridiquement parfaitement démocratiques, ce pourquoi elles sont d'ailleurs pyramidales, avec des gens à la base, des adhérents, des sociétaires, puis des AG, puis des CA, puis des bureaux, puis un président, puis une fois par an, on demande leur avis aux gens, quoi. Je suis pas tout à fait certain que ça résume l'ambition démocratique de nos organisations. Donc les défauts que je peux souligner dans l'ESS, ce sera à peu près les mêmes défauts que dans une association syndicale ou politique, et puis dans le fonctionnement institutionnel classique. Donc la délibération, c'est l'acte par lequel on fait en sorte que les gens se sentent concernés le plus souvent et le plus longtemps possible par les sujets qu'on essaie de résoudre. Et dans le monde dans lequel on vit, que j'essaie de décrire très brièvement et donc mal en introduction, on ne peut pas mettre de côté la question de la délibération et la valorisation de la parole. Voilà. On a des gens qui sont de plus en plus éduqués, de plus en plus connectés, qui savent communiquer, etc. Certes, qui parfois se replient sur eux-mêmes, mais l'envie de parler et de partager, elle est quand même primordiale. Et donc, il faut favoriser cette délibération, et je pense que n'importe quel cadre, et notamment les cadres d'entreprise, doivent valoriser la délibération, et qui d'ailleurs ne pourra pas se résumer à la question de l'organisation du dialogue social de l'entreprise. J'étais dirigeant d'entreprise, je sais qu'on ne peut sans doute pas se contenter de dire d'ailleurs qu'il faut faire la parité dans les conseils d'administration des entreprises entre les organisations syndicales ou représentants du personnel d'un côté et représentants des propriétaires de l'autre, ça ne suffira pas. Autre principe, c'est la co-construction. Je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne pense, hormis les technocrates qui nous dirigent, qu'il n'y a qu'une seule catégorie de personnes détenteurs d'un certain type de pouvoir qui permet de concevoir et de décider. Dans l'ère dans laquelle nous vivons, où encore une fois les gens ne sont pas idiots, ils sont de mieux en mieux formés, de plus en plus intelligents individuellement et collectivement, on ne peut pas leur faire croire que les cadres dans lesquels on leur propose de travailler, d'exercer une activité économique pour leur propre compte, parce qu'il faut bien subvenir à ses besoins, et puis au-delà de ça, pour des besoins qui les dépassent, se fera sans leur avis. Ce n'est pas possible, sans leur implication. Et puis enfin, il y a le principe de coopération. Alors là, je ne fais pas référence au statut de coopérative, hein, mais le fait de coopérer, d'abord un instinct plutôt animal, à vrai dire, donc il n'y a pas de raison qu'on l'oublie,
Mais je crois aujourd'hui que les différentes dimensions auxquelles on a affaire nous obligent à coopérer parce qu'on ne peut plus segmenter les thématiques. Voilà. Moi, ça me frappe d'ailleurs souvent dans le débat politique, des organisations politiques ou plus généralement. Hein. Quand on organise des débats, il faut toujours que les débats soient super segmentés, avec les spécialistes du sujet, évidemment, qui vont parler d'un sujet hyper segmenté. Et puis après, on s'adresse à des gens qui ne raisonnent pas du tout comme ça, en fait. Donc, hormis les militants que vous avez en face de vous, quoi. Mais et sinon, la plupart des gens, quand vous les invitez à débattre d'un sujet, si le sujet est trop segmenté, ça les intéresse pas, ils savent pas comment prendre la parole sur ce sujet. Donc, la volonté de mettre en avant la nécessité de coopérer pour répondre à des problèmes est, à mon avis, essentielle. Je vais finir en disant en quoi l'ESS a essayé, jusqu'ici, de démontrer qu'elle était précurseur. Ne comptez pas sur moi pour faire un panégyrique de l'ESS. On blaguait tout à l'heure avec Jean-Louis, je pourrais être intéressable sur les défauts de l'ESS. Néanmoins, je pense que ce qu'elle apporte au reste du monde économique, du monde planétaire peut-être aussi, c'est d'abord une réflexion sur la valorisation du collectif. On ne se sortira pas tout seul. L'ESS a historiquement trouvé une réponse en disant pour répondre à des besoins que personne ne voulait traiter par ailleurs, ni l'État, ni le marché libre, c'est de faire les choses ensemble et de définir des formes de propriété collective. D'ailleurs, si on est démocratique, à défaut d'être toujours démocrate, c'est d'abord sur cette question de la propriété. Parce que si la propriété est collective et qu'on considère qu'on est égaux dans la propriété, la seule façon de prendre des décisions, c'est d'être démocratique. Sinon, ça ne marche pas. Et moi, je crois fondamentalement que cette question de la propriété collective est au cœur de la question de l'ESS. Au-delà des finalités, hein, Jean-Louis a très bien décrit ce que sont les finalités d'une économie qui se veut plus solidaire, je ne vais pas faire de la paraphrase, mais au-delà de la finalité, le moyen que ça prend, c'est de se dire on va essayer de construire des choses ensemble, de la détenir ensemble et d'avoir une organisation qui corresponde à ça. Et puis au-delà de ça, l'économie sociale et solidaire de notre pays, je veux rappeler quand même qu'elle est au cœur de notre contrat social. En France, évidemment qu'on est critique très souvent parce que c'est notre esprit gaulois, mais néanmoins, on est aussi assez fier d'un certain système social, d'un contrat social qui l'incarne, qui a lui aussi tous ses défauts, qu'on peut mettre en débat autant de fois qu'on voudra et aussi longtemps qu'on voudra. Néanmoins, il y a peu de pays dans le monde qui ont le même contrat social. Voilà. Mais comment vit ce contrat social? Certes, il vit avec des politiques publiques et des fonctionnaires qui appliquent, etc., mais pas que. Et d'ailleurs, dans l'avenir, je vois mal comment on peut faire vivre un contrat social pour X raisons, techniques, financières, réglementaires, concurrentielles, etc., ou parfois même de manque d'intelligence politique, si on ne fait pas en sorte qu'il soit pris en charge par des organisations de la société civile. Notre protection sociale, elle repose très largement sur des acteurs de la société civile organisée. Si pendant le Covid, tout ne s'est pas effondré, certes, il y avait l'hôpital public, on a applaudi évidemment les personnels de santé du secteur public, mais en même temps, comme dirait l'autre, il y avait des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers de salariés du monde associatif qui continuaient à faire vivre ce pays parce qu'ils rendaient visite à domicile à des gens qui étaient malades ou isolés, qui leur donnaient des soins qui parfois en sont morts eux-mêmes, comme pas totalement l'oublier. Et ça fait le ciment d'une société. Des gens qui s'engagent pour les autres. Certes, ils sont payés pour, mais vous ne faites pas ce métier impunément, en fait. Et évidemment, tout ce qu'on a pu voir par ailleurs sur les EHPAD nous conforte dans ce sens. Il y a une majorité de gens qui travaillent dans les EHPAD, qui travaillent dans l'ESS et pas vraiment dans le secteur public. Je finis vraiment pour dire que si on extrapole, parce que, encore une fois, mon sujet n'est pas nécessairement de transformer toute l'économie en structure de l'ESS. Mon sujet, c'est de savoir comment ça peut inspirer le reste de l'économie, soit par des normes, mais je ne suis pas un fanatique des normes non plus, soit par des évolutions voulues par les gens qui, aujourd'hui, animent des collectifs économiques, des entreprises, des organisations, etc. Donc mon sujet, c'est ça, c'est de sortir de ce qui a fait la motivation de l'ESS pour voir si éventuellement ça peut aller au-delà. Moi, je pense que les entreprises doivent se réinventer, quel que soit leur statut d'entreprise, parce que je pense qu'elles vont finir par rencontrer des problèmes, de toute façon, si elles ne le font pas. Aujourd'hui, diriger une entreprise, c'est gérer un lot d'injonctions contradictoires assez insurmontable, à vrai dire. Vous devez être évidemment performant, comme n'importe qui, vous devez rendre des comptes à ceux qui vous apportent l'argent pour fonctionner, donc il faut cette performance financière par ailleurs, quel que soit votre propriétaire, hein, ça peut être des actionnaires ou des sociétaires d'une banque coopérative ou des adhérents du mutuel, si vous plombez la boîte, ils ne sont pas contents, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Donc, quel que soit le modèle, il faut apporter une forme de satisfaction à celui qui a investi d'une manière ou d'une autre
dans le collectif économique. Mais vous devez être transparent vis-à-vis de vos consommateurs, vos clients, parce que sinon ils vont aller ailleurs. Vous devez être responsable vis-à-vis de votre territoire, les sous-traitants, les collectivités, etc. Vous devez veiller à être attractif, notamment pour les plus jeunes. Enfin, en ce moment, c'est pour ceux qui évoluent dans le monde de l'entreprise, j'espère qu'ils corroboreront mes propos, mais le turnover aujourd'hui dans les entreprises, et notamment chez les plus jeunes, est un phénomène inédit. Ça ne s'est jamais vu. C'est un turnover de 20 à 30% dans des boîtes, des gens qui ne viennent même pas le lundi matin sans vous expliquer pourquoi, donc vous n'avez plus jamais de nouvelles. C'est pas le lot commun, mais c'est de plus en plus le cas. Et puis enfin, il faut être soucieux de son impact environnemental. Aller gérer tout ça tout seul en tant que chef d'entreprise, dans le cadre d'une organisation statutaire juridique d'une entreprise qui est aussi limitée que ce qui est défini par le code de commerce et par le code civil, à savoir qu'on est juste là pour rendre l'argent à ceux qui l'ont investi, ça marche pas. Et ça marche pas non plus d'ailleurs avec l'organisation du dialogue social dans l'entreprise. Donc il faut faire entrer la démocratie de l'entreprise sous des formes démocratiques, mais aussi en termes d'état d'esprit. Il faut la faire vivre. Et puis je finirai par là, pardon Catherine, je sais que j'étais trop long. Ce que je sais aussi dans l'ESS, c'est que les gens qui viennent s'engager dans l'ESS à quelque niveau que ce soit, je l'espère, en tout cas, en tant que salariés ou en tant que militants, ils apprennent à se confronter aux réalités et à l'opinion des autres. C'est pas neutre dans une démocratie que d'apprendre aussi que c'est pas si simple que la seule satisfaction de ses propres besoins ou de sa propre vision des choses. Quand vous demandez à des gens de s'engager, de gérer ensemble une entreprise ou une organisation, même si elle n'est pas strictement économique, on apprend que le point de vue de l'autre, il doit aussi compter à la fin. Puis on apprend qu'il faut un minimum de technicité, il faut comprendre des choses qui ne sont pas forcément dans ses compétences de départ. Parfois même, on se forme à ça. Et je crois qu'en valorisant ce type d'organisation, on contribue puissamment à la citoyenneté, sous une forme de citoyenneté économique, mais qui n'est pas du tout déconnectée de la citoyenneté politique, de manière plus générale, parce que la socialisation démocratique qui est dans ces entreprises de l'ESS, avec tous leurs défauts, bien sûr, est utile à l'ensemble de la société. Merci beaucoup, Jérôme Sadier. Évidemment, j'ai énormément personnellement de questions, mais je ne vais pas toutes les poser parce que sinon je prendrai la parole un peu trop longtemps. D'ici une dizaine de minutes, un petit quart d'heure, je vais vous prendre vos questions. Donc, si vous en avez, notez-les et puis vous allez avoir aussi la possibilité de les poser à nos intervenants. Il y a plusieurs questions qui ont été soulevées extrêmement intéressantes par vous quatre. J'en ai une concernant peut-être cette césure entre l'économie classique et l'économie de l'ESS, avec énormément d'expérimentation. Vous avez 2-3 fois cité, Jérôme, les défauts de l'ESS. Moi, je m'interroge, par exemple, si il y a justement des expérimentations et des remises en question, des retours sur soi-même et sur les pratiques et sur le management qui ont pu peut-être faire émerger des solutions différentes face à un management, je dirais, classique qui est quand même très dur pour l'individu et qui semble en apparence marcher du point de vue du profit ou du point de vue de la rentabilité d'une entreprise et surtout de ce qui est rendu aux actionnaires, mais finalement de moins en moins satisfaisante pour les jeunes, parce que vous signalez ce turnover, mais en fait, on n'a jamais eu autant de démissions, déjà pour commencer, des moins de 40 ans dans les entreprises françaises, mais c'est un phénomène qui est également vrai aux États-Unis, dans d'autres pays, en Europe. Et la deuxième question, c'est ce turnover dit, en fait, on ne veut plus travailler de la même façon. Et peut-être suite à la pandémie, suite au fait de travailler en télétravail, ça a libéré une certaine forme de discernement et de liberté qui fait que certaines personnes ne veulent plus travailler autrement. Est-ce que c'est peut-être un moment, une césure à saisir pour ceux qui essayent d'implémenter, enfin, excusez-moi pour cet anglicisme, mais qui essayent de mettre en place une autre façon de travailler. Mais qu'est-ce que l'ESS aussi peut dire de son travail sur elle-même, si tant est qu'elle en ait un, et que ça puisse faire avancer les choses. On n'a pas tellement évoqué la question de la mondialisation, mais là peut-être aussi, et de ses effets, évidemment, sur les obligations que les entreprises ont vis-à-vis de leurs actionnaires, qui complexifient tout de même énormément, je pense, la réalité. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un moment, et dans un moment peut-être un changement possible, compte tenu évidemment de l'impact du changement climatique et de la nécessité d'aller vite? Vous parlez de la démocratie, Jérôme, mais je pense que peut-être d'autres intervenants
pourront peut-être rebondir sur cette question, puisqu'on est face en fait à des défis tout à fait inédits et à une nécessité d'y répondre de façon très rapide. Donc je ne sais pas qui souhaite intervenir par rapport aux questions-là que je viens moi de me poser. Donc peut-être je vous repasse la parole, François Brun, parce que vous n'aviez pas eu le temps de dire ce que vous vouliez, mais par rapport à cette question-là, qui est quand même comment on crée une économie différente, inclusive, coopérative, sociale, qui lutte contre le changement climatique, mais comment surtout on fait en sorte que ces valeurs-là deviennent accessibles simplement même sur le plan de la connaissance aux salariés lambda de l'économie classique, outre les livres et les débats que nous sommes en train de mener. Alors, je vous repasse rapidement la parole et ensuite, dans 10 minutes, je vous la passe aussi à vous qui êtes ici à nous écouter. Je crois, comme vous l'avez dit très justement, c'est une question de valeur. Aujourd'hui, il y a un constat que le capitalisme tel qu'il est conçu, il faut lui proposer une alternative. Et c'est les besoins qui vont créer cette valeur auprès des citoyens et essayer d'accéder à autre chose, avec un autre horizon. Alors, on évoque le fait qu'il y a un turnover important. Oui, il y a la question du bien-être au travail, il y a les questions de se projeter dans un avenir qui n'était pas le cas dans les années passées. Maintenant, on a envie d'envisager un autre avenir et envisager un autre avenir, c'est aussi la question du bien-être et de soi. Donc voilà, il va falloir sûrement raisonner avec ces éléments-là. Au sein de notre entreprise, de la coopérative, nous, on a une politique RSE très forte, 2,1 million d'euros consacrés, avec des sujets comme la parité, comme le bien-être justement de nos sociétaires et de nos salariés. Et aussi la volonté de faire en sorte qu'ils soient partie prenante de l'action et de l'engagement de notre coopérative. C'est une réflexion aussi qu'on doit mener en interne sur ces questions des valeurs. On l'amène au quotidien avec notre réseau militant, mais on veut aussi la développer peut-être à d'autres étages et notamment au niveau haut de la pyramide pour aussi, comme l'a dit tout à l'heure Jérôme, co-construire, valoriser le collectif et essayer de diminuer ces injonctions contradictoires, car aussi nous sommes soumis, notre coopérative, à des normes, à des contraintes réglementaires et très fortes. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Fatima Belredj. Vous avez évoqué tout à l'heure le philosophe Patrick Vivray qui met beaucoup en avant la question du facteur humain dans tout ça. C'est-à-dire que quel que soit le mode, je dirais, d'organisation d'une entreprise, on retrouve toujours le facteur humain. Et voilà, donc le PF1, je ne vais pas le dérouler ici. Je voulais reprendre comme ça parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Il semble, oui. Mais je voulais surtout réagir par rapport à la question que vous avez, parce que on est comment dire ça simplement, sans être désagréable, par rapport aux politiques publiques et en particulier le manque de volonté politique pour valoriser l'économie sociale, en fait, pour faire court. Je crois qu'il y a un véritable enjeu de ce point de vue-là, c'est-à-dire que les politiques publiques, je mets entre parenthèses quand même le travail de Jérôme et Benoît à l'époque, qui ont vraiment donné une visibilité sans précédent à l'économie sociale et solidaire. C'était en 2014 avec la loi. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une problématique qui permet difficilement, en tout cas, de passer le pas, quand globalement, le seul message qu'on renvoie, je suis un peu caricaturale, mais exprès, c'est de s'inspirer en fait de l'économie conventionnelle pour aider l'économie sociale à se structurer. Et la posture qu'on a, parce que moi je vais retenir plutôt les qualités de l'économie sociale et pas les défauts, notre principale qualité, c'est que je pense qu'on peut très sincèrement inspirer cette économie conventionnelle. Alors c'est vrai qu'avec
les 3 axes que tu proposes de résumer, ben on est sur le PFH. Il est central. Le fait de délibérer, de valoriser, de démontrer, en fait, en s'appuyant, en fait, sur le facteur humain, quand assez régulièrement, quand on dit ce qu'on fait, quand on montre l'implication, là, pour les scopes des salariés ou des sociétaires, etc., c'est vrai, on n'est pas parfait. Mais ce qui est certain, c'est que quand on décrit notre modèle, notamment à ceux qui connaissent mal l'économie sociale, on dit mais c'est ça, c'est de ça dont on rêve. C'est ça qui va nous permettre, en fait, de rêver à un autre monde et de passer au cas pratique, en fait. Et la réalité, c'est que je pense qu'on peut faire beaucoup avec nos petits bras, mais bon, on n'a pas envie de devenir des spécialistes de la communication, donc on est très mauvais en communication, en réalité. Mais notre réalité, c'est qu'effectivement, sans vouloir se dire qu'on n'y arrivera pas, mais on est un modèle inspirant. Pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence avec cette volonté en plus de s'ouvrir, mais c'est vrai que l'injonction paradoxale qui est sans cesse de nous renvoyer que c'est l'économie conventionnelle aujourd'hui, bon, qui représente beaucoup, mais l'air de rien, l'ESS avec les 10 ou les 12% en fonction de ce qu'on a envie de mettre en avant, ça représente quand même quelque chose, quoi. Ça peut être significatif. La bascule, on peut la faire. Et la bascule, on va la faire avec les nouvelles générations. Je vois qu'il y en a quelques-uns, je suis ravie de vous voir, parce que d'habitude, on discute, on vous voit très très peu, mais cette bascule, on va pouvoir la faire ensemble. Et le dernier point, pour pas être trop longue, puisqu'on a évoqué le turnover, c'est vrai que c'est un vrai sujet, c'est vrai que ça nous bouscule. La réalité, c'est que on a une véritable force, en tout cas pour parler uniquement de nos coopératives. Alors, c'est vrai que les salariés sont aussi dans la prise de décision, et pas qu'au moment de l'Assemblée générale, même si on peut avoir quelques cas de temps en temps. C'est que c'est essentiel, et ce qu'on voit, c'est que le turnover est moins important. Quand on fait des enquêtes de qualité de vie au travail, on est toujours au-dessus. Alors nous, on est tout petits, hein, je veux pas faire une généralité, mais quand même, on arrive chez nous pas forcément par hasard. Quand je dis chez nous, c'est dans les familles de l'économie sociale et solidaire. Et ce qu'on nous reproche quand les salariés viennent chez nous, là je le dis très largement au niveau de l'économie sociale et solidaire, c'est quand on n'est pas suffisamment exemplaire sur ces points de valorisation, de co-construction, etc. Mais la clé, en tout cas, elle est là. Et la clé pour notre démocratie entière, c'est de prendre en compte les actions citoyennes. On peut faire complètement le parallèle. Beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose, Jean-Louis Laville? Oui, je vais faire une réponse télégraphique à la question qui pourrait entraîner de longs développements que vous nous avez posés, en suivant un peu ce que disait Fatima à l'instant. Fatima, vous avez mis l'accent sur le fait aussi qu'il y a peut-être un problème dans l'économie sociale et solidaire de sans cesse osciller entre se faire bien voir de l'économie conventionnelle et représenter une véritable alternative. Et je pense qu'on a trop souffert de cette hésitation entre deux positions qui sont en fait incompatibles et qu'à un moment donné, il faut bien choisir. De la même façon, je crois que l'économie qu'on appelle classique, elle est elle-même très hétérogène. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre des GAFAM qui sont dans une logique en fait de puissance plus qu'une logique économique et des artisans, des PME sur un territoire? Pas grand-chose. Hein. Donc il y a aussi avec quel type d'économie est-ce qu'il est possible de faire des alliances, hein. Je pense qu'au sein de l'économie classique, il y a des composantes avec lesquelles il est tout à fait pertinent de faire des alliances. Et puis, quand même, ce que vous avez souligné, Catherine, c'est important parce que quand on lit attentivement ce que j'ai voulu faire, et je vous assure que c'est une épreuve, les écrits des grands théoriciens néolibéraux comme Hayek, on se rend compte qu'en fait, ils ont un projet qui n'est pas simplement économique. C'est vraiment un projet anthropologique de modification
de l'humanité et du monde autour du principe de concurrence. Et je crois que ça a amené un nouveau type de management, ce que j'appellerais depuis 20-30 ans le management dogmatique, qui s'est implanté dans beaucoup d'entreprises et qui fait des dégâts terribles. Et ces dégâts terribles, elles expliquent là où on s'est retrouvé avec les EHPAD à but lucratif, c'est-à-dire ce qu'aucune société n'avait fait avant nous, traiter nos vieux comme des déchets humains, comme des objets, comme des marchandises. Aucune société n'avait fait ça précédemment. Donc nous sommes dans l'inhumanité à cause justement de ce dogmatisme. Et ça se traduit par rapport aussi à des difficultés de recrutement, vous l'avez dit. Et il me semble que, pour avoir discuté par exemple récemment avec un président de conseil départemental, il disait « Nous nous sommes fait avoir par ce discours de l'entreprise. Maintenant, il faut que nous reprenions un débat avec les associations de notre territoire sur d'autres bases. » Et je crois que là aussi, la situation n'est pas simple parce qu'il y a des associations qui ont versé dans ce management dogmatique aussi. Il ne faut pas être angélique. Par contre, celles qui, justement, ont moins de turnover sont celles, et je reprends là ce qui était dit à l'instant par Jérôme, qui ont mis en place, entre leurs salariés, avec leurs usagers, des fonctionnements basés sur la délibération. Parce qu'effectivement, je crois que la délibération permet aux gens de se situer différemment par rapport à ce qu'ils font quotidiennement, et ça revient finalement au grand débat, à la controverse de la fin du XXe siècle entre Dewey, que je citais tout à l'heure, et Lippmann. Lippmann disait « Nous sommes dans une société trop complexe pour que les citoyens soient véritablement compétents. Donc les citoyens doivent céder la place aux experts, par exemple en économie. » Et Dewey lui répondait « Non, c'est justement parce que nous sommes dans une société de plus en plus complexe qu'il faut faire le contraire. » C'est-à-dire aller plus loin dans la démocratie comme forme de vie et faire que les gens impliqués, concernés, soient en train de délibérer justement et de co-construire les solutions. Et donc je crois que là nous avons un vrai choix de société qui se pose à nous. Beaucoup. Est-ce que Jérôme Sallier voulait ajouter un petit mot avant que je prenne les questions? Le plus rapidement possible. J'enchaîne là aussi sur ce qu'a dit Jean-Louis, mais c'est le fait de l'ordre de parole qui reste toujours le même, donc j'enchaîne toujours sur ce qu'a dit Jean-Louis. Mais si on croit qu'on est collectivement responsable de devoir relever les défis qui se présentent à nous à l'ère de l'anthropocène, etc., on ne peut pas ne pas avoir en face de ça des structures de délibération et de décision qui sont les plus démocratiques et collectives que possible. Voilà. C'est là qu'il y a une offensive idéologique à mener, je pense. C'est qu'en fait, le dogmatisme qu'évoquait Jean-Louis, qui s'est finalement infiltré ou insinué, je ne sais pas comment il faut le dire, un peu partout, il est totalement déconnecté des besoins du monde, en fait. Mais ça, enfin, il faut une puissance pour pouvoir le dire. Deuxièmement, ça n'a pas grand-chose à voir, mais bon, du coup, que j'ai fait un truc télégraphique, dans l'économie sociale et solidaire, et notamment à l'intérieur de l'ESS, les entreprises qui sont en situation de totale concurrence de marché, etc., prenons la banque ou prenons l'assurance mutualiste, par exemple, les taux qu'on appelle d'attrition sont les plus faibles. C'est que le putain de facteur humain qu'évoquait Fatima sans nommer les choses, après tout le monde croit que c'est un acronyme anglais, le PFH. Non, c'est le PFH de Patrick Vivray. Voilà. En fait, c'est un constat objectif que la façon dont on travaille la relation avec des personnes dans le cadre des mutuelles et des coopératives, et notamment dans des situations totalement concurrentielles, est favorable à l'ESS. Voilà. Donc ça veut dire quand même quelque chose, que nos structures font vivre dans la relation, qui peut être la qualité de service, l'organisation démocratique, une forme d'engagement, etc. Ça fait rester les gens. Voilà. Et ça, c'est pour le coup factuel. Troisième point télégraphique, il faut penser aux jeunes, effectivement. De fait, de plus en plus de jeunes pensent qu'il est de leur devoir de s'engager. On voit la question de l'urgence écologique, etc., mais pas que. Et il est vrai que cette envie de s'engager se traduit plus aujourd'hui par une envie d'entreprendre que par une envie de militantisme, comme d'autres, ou comme moi, par exemple, ont pu le connaître un peu plus jeune. Ça passe pas par la politique ou les partis, ça passe pas forcément par les syndicats, ni même, à vrai dire, par des organisations collectives, de manière plus générale. Ça passe par l'envie d'entreprendre. Donc il faut évidemment que cette envie d'entreprendre, elle trouve... Pour certains, ils voudront faire du fric, il n'y a pas de doute là-dessus, mais pour d'autres, ils auront envie de s'engager dans le cadre d'une activité qu'ils vont eux-mêmes créer et diriger, ce qui va remettre en cause plein de choses. Bon, il y a là le télétravail, c'est révélateur d'un truc, mais au-delà de ça, ça remet en cause même la notion de salariat, en fait. Enfin, moi, ça me dépasse, parce que
plus jeune, je pensais que le salariat, c'était l'alpha et l'oméga, la protection sociale qui va avec, la formation, la gestion de carrière, etc. Mais dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui ne veulent pas être salariés. Ils veulent bien faire le boulot, mais ne pas être salariés. Donc, je ne dis pas qu'ils ont raison pour autant, pas plus que moi j'ai raison absolument, mais néanmoins ça interroge quand même la relation qu'on va avoir avec les plus jeunes. Certains, hein, parce que j'en connais aussi dans mon coin de campagne, qui ont très envie d'être salariés à temps plein et en CDI. Hein. Donc, néanmoins, pour ceux qui veulent s'engager, évidemment, il faut aussi des réponses entrepreneuriales, plutôt sous la forme coopérative à mon avis. Le quatrième point télégraphique, c'était il faut qu'on arrive dans le combat idéologique qui est le nôtre à faire reconnaître nos spécificités, et c'est un combat de tous les instants. Parce que si on veut passer de la marginalité, de la sympathique alternative au droit commun, je ne parle même pas de l'exception et de la norme, hein, ne serait-ce que le droit commun, c'est-à-dire être traité comme les autres, il y a encore énormément de travail à faire. Alors ça, c'est pas le plus sexy de l'affaire. Hein. Il faut convaincre des administrations, on se bat au niveau international aussi pour que nos formes d'entreprise soient reconnues. En Europe, par exemple, le droit européen ne reconnaît pas les formes spécifiques d'entreprise de l'ESS. Le droit européen ne reconnaît que les activités, à condition qu'elles soient d'ailleurs mises en concurrence. Peu importe après la façon dont vous le faites. Eh ben non, peu importe la façon dont on le fait, ça ne peut pas exister. Parce qu'il y a des biais concurrentiels en fonction des formes d'entreprise qui exercent ces activités. Donc il faut qu'on arrive à faire reconnaître ça. C'est un combat de tous les instants, mais même dans la crise économique qui était consécutive à la crise sanitaire, il y a donc maintenant 2 ans et demi, on a passé 3 mois à se battre avec le gouvernement pour lui dire, quand on lui demandait, mais est-ce que vous êtes sûr que les entreprises de l'ESS, et notamment les associations, vont pouvoir bénéficier des prêts garantis par l'État, du fonds de solidarité, etc. Ils nous répondent, mais évidemment, pour qui vous nous prenez? Justement, on vous prend pour ce qu'on sait. Donc, si vous permettez qu'on vérifie que c'est vraiment possible, ça nous arrangerait. Et de fait, ça ne l'était pas, en fait. Ça ne l'était pas possible. Parce que quand vous devez remplir un formulaire, vous devez décrire votre chiffre d'affaires de l'année N-1, c'est comme dans le Père Noël est une ordure, hein, ça dépasse. Donc, pardon pour la référence qui vaut ce qu'elle vaut, qui est un peu boomer, oui, c'est vrai. Mais bon. Bref, donc ça rentrait pas parce qu'en fait, le formulaire n'était pas fait pour des formes d'entreprise autres que les sociétés par capitaux, en fait. Et donc, les exemples comme ça, il y en a plein. Et donc, le dernier point, c'est sur le management, parce que Catherine a posé la question. Alors, non, pour le coup, je pense que l'ESS, aujourd'hui, n'a pas fait ce travail-là, qui est essentiel, à mon avis, pour démontrer, autant qu'il est possible de le faire, qu'une forme d'organisation d'entreprise différente peut correspondre à un management différent. Voilà. Et ça, elle a un travail à faire. Le problème, c'est que les seules personnes, Jean-Louis en a parlé, il l'écrit, pour le coup, je n'ai pas tout lu ton livre, Jean-Louis, mais ça, je l'ai lu dans le livre. La critique qui est faite de l'ESS sur notamment ses façons d'organiser le travail, etc., sont aujourd'hui tellement dépassées d'un point de vue, à mon avis, strictement idéologique, parce que c'est du surplomb, mais c'est du surplomb idéologique. Hein. Tout ceci est à renouveler, parce qu'il se passe plein de choses pour autant dans la façon de travailler. Et c'est là que l'ESS, à mon avis, a un truc à faire, mais après, l'ESS étant tellement diverse qu'évidemment, c'est difficile de comparer ce qui se passera dans une grande banque coopérative comme la Casden, comme dans la plus petite association de quartier. Voilà. Merci beaucoup. C'est à vous. Donc je prends les questions, je vais peut-être en prendre 2-3 pour les grouper, s'il y en a. J'espère qu'il y en a. Alors, attendez, vous n'avez pas de micro? Non. Et ensuite, ce sera vous, madame. Voilà. Bon. D'accord, je parle très très fort si vous voulez. Bon. C'est parce que c'est enregistré. Merci. D'accord. Bonjour. Donc, très simplement, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez du grand soir? Alors, je vous laisse peut-être répondre tout de suite à la question, parce que je pense que les autres questions seront d'un autre ordre. Le grand soir, Jean-Louis Laville. Bah oui, peut-être, oui. Le grand soir s'oppose à une excellente collection de livres qui s'appelle Les Petits Matins. Donc c'est l'idée que va y avoir un changement brutal qui permettra de passer à un homme nouveau, donc de changer de société. Et donc ce changement, ça va être un arrachement, et on n'a pas besoin de tenir compte des expériences qui se déroulent maintenant, puisque les expériences intéressantes ne pourront venir qu'après ce grand changement. Merci beaucoup. Madame. Et ensuite, monsieur. Oui, bonjour. Moi, je voulais faire une remarque plutôt positive par rapport aux nouvelles générations qui,
on franchit le pas pour certains. Je pensais aux étudiants d'AgroParisTech ou encore aux polytechniciens qui refusent d'entrer dans les entreprises avec, enfin voilà, et qui choisissent un autre modèle. Et je me pose la question du caractère marginal de ça sur le plan social. Est-ce que c'est réservé à des élites finalement de choisir ces modèles-là? Est-ce qu'on peut espérer que ça essaime dans d'autres catégories? Et puis il y a une autre question que j'avais aussi sur les échelles auxquelles on pense être capable justement d'agir et de développer le modèle de l'économie sociale et solidaire. Merci. Je vais prendre votre question, monsieur, aussi. On va dégrouper un petit peu. Bonjour. J'ai entendu beaucoup pendant cette heure et demie parler de l'intérêt et de la puissance de l'économie sociale et solidaire. Madame disait la capacité à être inspirante pour l'économie dans sa généralité. Alors, est-ce que cette puissance d'inspiration est et sera suffisante? C'est là où moi j'amène un doute. Quand on sait que, par exemple, en ce moment, au Parlement français, est en train de se débattre une loi sur les lois du chômage et l'ARS, où donc tout ça étant sous-tendu par le fait que s'il y a effectivement actuellement des gens dans la difficulté, c'est simplement parce qu'ils peuvent se permettre d'être dans la difficulté et qu'il va donc suffire de leur couper tout moyen de subsistance pour que enfin ils se mettent à travailler. Donc ma vraie question est la suivante. Ne faut-il pas, pour reprendre l'expression de monsieur à droite, là-bas, monsieur Laville, aussi quelque part un peu de guédisme, à savoir qu'une démocratie doit aussi nécessairement s'instituer au niveau de l'État, et donc pour ça qu'il y ait aussi un certain nombre de combats qui puissent institutionnaliser une démocratie qui actuellement est pour le moins faible. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une troisième question que je pourrais prendre maintenant? Oui, monsieur. Et après, je vais vous laisser répondre et on prendra, si on a le temps, notre série de questions ensuite. Oui, bonjour. Bonjour. Mon attention est attirée sur le fait, au niveau économique, du rôle du consommateur. En fait, on est tous des consommateurs et il me semble que pour stopper la délocalisation, nous avons le choix en tant que consommateurs de choisir ce qu'on achète, éviter d'acheter des produits qui viennent de très très loin et qui dégagent du CO2 pendant tout leur transport. Voilà. Merci. Donc la première question sur les jeunes, et donc vous évoquiez voilà les déclarations qui ont été faites par des étudiants d'Agrotech. Enfin, qui peut répondre à cette question, et avec la deuxième question sur le passage à une autre échelle, ce qui concerne l'ESS. Oui. Avec enthousiasme, Jérôme. Oui, mais non, j'ai fait un truc de vieux con, donc. Non, moi j'avoue que quand on a des études qui coûtent pas mal d'argent, quand on a la chance de se les faire payer par ses parents, on les insulte pas. Je suis un vrai con, hein. Mais donc d'abord, pour dire les choses clairement, pour m'être renseigné un peu, c'est évidemment que le coût médiatique il est fort, mais il est extrêmement, enfin le coût avec un P à la fin, il est extrêmement marginal, hein. C'est quelques étudiants d'AgroParisTech, il y en a eu aussi à Polytechnique. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème de posture, hein. Moi, je suis pas trop persuadé que la meilleure façon de changer le monde quand on est diplômé d'AgroParisTech, ce soit d'élever des chèvres. Voilà. Pardon pour la caricature, mais je pense que quand on a la chance d'avoir acquis des compétences techniques indispensables, payées par la République et un peu par les parents, on peut les mettre à la disposition peut-être du grand soir et à défaut des petits matins. Voilà. Et je lis pas plus tard qu'il y a 2 jours un étudiant de Sciences Po
dans un autre débat, ils disaient, mais nous, donc on est l'élite de demain, comment on fait pour faire un pas de côté? D'abord, tu vas commencer par te déconstruire, comme dirait l'autre, parce que si tu penses déjà que tu es l'élite de demain, tu as un problème. Deuxièmement, si tu veux vraiment aller rencontrer des gens pour savoir ce que tu peux faire, mets-toi à portée de baffe, et tu vas vite comprendre ce qu'il faut faire, en fait. Voilà. Pardon, c'est un peu radical, mais il y a un moment, enfin, rentrer dans la vraie vie, ça fait pas mal non plus, en fait. Voilà. C'est bon, là, c'est bon comme retour? Vous avez qu'à écouter la réaction de la salle. Et changement d'échelle possible de l'ESS, on y a déjà un petit peu répondu, il me semble, les uns et les autres. Vous voulez reprendre la parole, Jean Sadier? Non. Fatima Benarich. Non, je suis tellement contente qu'il y ait des jeunes que je trouve que c'était un peu dur, là. Mais allez-y, changez de l'intérieur. Hein. Voilà, là franchement, allez-y avec grand plaisir. Non, sur la puissance d'inspiration, on a déjà en partie répondu, mais il y a deux logiques à ça pour moi. C'est d'une part un peu d'humilité sur ce qu'on fait et ce qu'on représente, évidemment, parce qu'on aimerait bien être la norme, mais excellent sous-titre des petits matins avec je reprends ton sous-titre là. Faire de l'ESS la norme de l'économie de demain, je cite. Bah oui, c'est une belle ambition. Hein, je me tourne vers les jeunes en particulier. Je pense qu'on peut vraiment faire cette bascule. Bon, alors si on se dit il faut être un peu plus humble, on y arrivera en fait avec pas mal de facteurs. Mais moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui et ce questionnement, notamment sur la démocratie, quand on parle de l'abstention, etc., ça pousse à un moment donné à être dans une radicalité. On a pu le voir là aujourd'hui, là, au niveau du gouvernement, c'est un peu compliqué, par exemple. Mais c'est vrai que ça oblige à ouvrir les oreilles et à prendre en compte de nouveaux modes opératoires. Et je pense que notre enjeu est vraiment là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on puisse se dire que ce qu'on a réussi à faire nous-mêmes dans l'économie sociale, entre nous, soyons suffisamment ouverts pour essayer de le construire avec d'autres. Et on évoquait, et j'ai bien aimé ce que vous disiez, Jean-Louis, tout à l'heure, c'est qu'on fait comme si l'économie conventionnelle était homogène, et la réalité, c'est que sur les territoires, quand vous discutez, une entreprise de l'économie sociale qui discute avec une entreprise qui est conventionnelle, en général, elle parle beaucoup du putain de facteur humain, comme ça je l'aurais au moins nommé aussi. Et donc, en fait, là, il y a plein d'alliances à faire. Et elles ne se construiront certainement pas dans les clivages. Bon, j'ai peut-être fait un peu trop théorique, je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre. Mais globalement, soyons ouverts, parce qu'on a beaucoup parlé de nos défauts. Notre principal défaut, pour moi, dans l'économie sociale, c'est celui-là. C'est ce qui va nous rendre inspirants. Et puis, step by step, petit pas par petit pas, parce que de toute façon, je répète aujourd'hui que la clé pour moi, justement, je pense qu'on a plein de jeunes qui sont franchement pas des petits cons, mais dès que vous aurez déconstruit, en fait, vous allez faire des miracles. Parce que je dis ça parce que, y compris forcément, on se normalise, on se formate, et puis pour avoir des jeunes à la maison, c'est vrai que ils nous en mettent plein la figure, mais ça fait du bien. Merci. Il y avait la deuxième question de monsieur qui était, ne faut-il pas un peu de guédisme et un peu de combat, Jean-Louis Daville, en 30 secondes. Je reviens un instant sur la question précédente du changement d'échelle. Je crois que le problème aussi, c'est de changer la façon dont on voit l'échelle. Par exemple, les coopératives sociales en Italie ont refusé d'augmenter leur taille, en disant finalement on est dans une espèce de course à l'augmentation du volume. Est-ce que c'est ça qui est vraiment important? Et elles ont travaillé plutôt sur comment est-ce qu'elles pouvaient être plus arrimées dans leur territoire, quitte à ce que, s'il y avait un développement des activités, il y a une autre coopérative qui se crée à côté plutôt que développer une seule structure.
Et ça a donné un modèle qui est l'un des modèles qui s'est le mieux diffusé dans les 20-30 dernières années. Donc je pense que c'est vraiment important aussi de nous ouvrir à d'autres réalités. Je parlais de l'Italie, mais sur un autre exemple que l'on avait, je pense que on parlait de la gestion tout à l'heure. On a énormément à apprendre. Il y a une association des professeurs de gestion au Brésil qui, depuis 30 ans, travaille sur d'autres formes de gestion pour les organisations de l'économie sociale et solidaire. Je veux dire, ils ont 20 ans d'avance sur nous. Ouvrons-nous à toutes ces réflexions, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de la perspective internationale, parce que les questions qu'on se pose ici se posent dans d'autres régions du monde, et on a tout intérêt à hybrider les approches et à faire que nous profitions aussi de ce qu'on fait d'autres, ce qui ne veut pas dire qu'il faut renoncer à l'institutionnalisation, mais il faut avoir une vision, je pense, qui est pas simplement guédiste, parce que ce n'est pas l'État qui peut changer seul. Hein, on n'a pas dit qu'on devait changer sans l'État. À aucun moment on a dit ça. Hein. C'est-à-dire qu'on change. On n'a aucune mythification des initiatives. Hein, mais on sait que c'est nécessaire à la fois de changer par les pouvoirs publics, mais aussi de changer par les initiatives. Les deux doivent se rencontrer. Et c'est ça notre enjeu pour demain. Qui n'est pas un changement du haut et un changement du bas, mais qu'à un moment donné, ça converge. Merci. Très rapidement, Jérôme Sadier, vous vouliez ajouter quelque chose? Je vais comme dire un truc sérieux, parce que sinon, si on se quitte sur ce malentendu. Non, sur la question du changement d'échelle, pour moi, c'est vraiment de manière caricaturale, c'est vraiment le type même d'injonction de l'économie capitaliste portée sur l'ESS depuis qu'elle s'y intéresse, en fait. Et c'est à rebours même de l'intérêt économique global. Notre pays, en quoi se caractérise-t-il dans son tissu économique? C'est justement une faiblesse du tissu des PME et des petites structures par rapport à une espèce de course à la taille qui a amené la plupart du temps, d'ailleurs, pas à la faillite nécessairement, mais enfin en tout cas à des échecs économiques et industriels, alors même que dans les pays qui ont réussi, l'Italie, l'Allemagne, le système économique se traduit précisément par une recrudescence des petites structures économiques. Et je ne parle pas de SS, je parle des PME, éventuellement des entreprises de taille intermédiaire, etc. Donc c'est à rebours de la nécessité. Donc il faut vraiment qu'on valorise ça, que ce soit pour l'ESS ou pas, et d'autant plus que c'est que comme ça qu'on peut valoriser l'entrepreneuriat par ailleurs, qu'il soit dans l'ESS ou pas, et notamment pour les plus jeunes qui ne sont pas des petits cons par ailleurs. Merci beaucoup. Je suis désolée, on ne va pas pouvoir répondre à la question de comment exercer son choix en tant que consommateur, même si c'était évidemment un pan, à mon avis, très important de la citoyenneté aussi économique. Faute de temps, on doit terminer exactement à 13h. Je redonne quand même la parole pour un mini-mot conclusif, parce que j'ai repassé la parole comme ça à tout le monde, à François Brun, et vraiment une phrase. Une phrase, c'est peut-être répondre à la question, justement, okay. Voilà, je voulais simplement dire qu'il va falloir sûrement aussi développer des offres dites vertes, et que ce soit pas non plus, ça se fasse avec un caractère humain, et faut pas que ce soit un prétexte aussi pour nos entreprises pour faire de la communication. C'est vraiment du sens, donner du sens. Ce qu'on peut appeler du greenwashing, et ce qu'on essaie en tant que journaliste de traquer. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. Merci beaucoup à nos 4 intervenants. J'espère que vous avez trouvé, comme moi, le débat passionnant. Et puis, bonne continuation au rendez-vous de l'histoire. Au revoir.